Le facteur de Matrasentana avait été mobilisé dès le premier jour de la guerre. À sa place, un individu simple d'esprit. En fait, son seul problème, et il n'était pas bien grave, c'était le sens de l'équilibre. Le jour où l'on recevait son courrier dépendait de son sens de la symétrie. Il aimait les tautes, et en premier lieu, Lajos Taute lui-même. Les locteux prennent souvent les porteurs d'uniformes pour des êtres supérieurs. Grâce à cela, les tautes ne recevaient que des bonnes nouvelles du front, puisque par pure bienveillance, le facteur avait détruit l'une des lettres de leur fils. Pourtant, il n'était question que d'une légère intoxication au saucisson. Chers parents, j'ai appris que notre chef bien-aimé, le commandant Varro, rentrait 2 semaines en permission pour établir sa santé légèrement ébranlée. J'ai aussitôt couru le voir et j'ai tâché de le convaincre de profiter de l'hospitalité de mes parents plutôt que de l'appartement poussiéreux de son frère dans les bruits de la capitale. Mais il a décliné mon invitation en disant qu'il ne voulait être un fardeau pour personne, avec ses nerfs en charpie. Effectivement, à cause du harcèlement intense des partisans, notre commandant bien-aimé souffre de graves insomnies. Il est en outre très sensible aux odeurs. Il y en a qu'il ne peut pas supporter, alors que d'autres l'apaisent, comme par exemple l'odeur des sapins. Heureusement, je me suis rappelé que l'appartement de son frère est situé non loin des établissements Spodium, où on équarrit des charognes. Je suis retournée le voir et je lui ai décrit notre maison à Matrasentana, le jardin ensoleillé, la vue sur le mont Babogne, et puis le délicat parfum de sapin qui baigne la vallée de Barthalapoche. Et figurez-vous que notre commandant a accepté mon invitation. Si les partisans relâchent la pression, il se mettra en route probablement au début de la semaine prochaine. Vous pouvez vous imaginer ce que ça représente pour moi? Le train des permissionnaires part de Koursk et il m'a déjà promis de m'emmener dans la voiture du bataillon. Mon Dieu, je pourrais prendre un bain. Signé Dioula. Loger un officier, même en temps de paix, revenait à monter au ciel. Au 3e été de la guerre, le fils des Tautes, instituteur de son état, n'était pas seul à être soldat, car environ 60% des familles avaient quelqu'un au front. L'arrivée du commandant éveilla des espoirs superstitieux dans tout le village, comme si sa seule présence constituait une sorte de protection pour les fils restés au front. Mais Matrasentana est un petit village de montagne. Il n'a pas de canalisation. Pour avoir des toilettes avec chasse d'eau, il fallait faire forer un puits spécial et seul le professeur Cipriani, le propriétaire de l'unique villa du village, pouvait se targuer d'en avoir. Les autres n'osaient même pas en rêver. Les tautes non plus. Comme toutes les petites gens, ils avaient des gogues au fond du jardin. Alors, je pompe ou je pompe pas? Ça dépend si ça pue ou pas. Moi, je suis habitué à l'odeur. C'est à vous de juger, maître. Je serai franc. En ce moment, l'odeur de vos cabinets est un peu âcre, mais pas désagréable. S'ils ont une odeur, alors on pompe. Il y va de la vie de notre dioule. Pas si vite, monsieur Taute. Supposons que je mette en route la vidange. Que se passerait-il? Je remuerais la masse et j'aurais beau avoir vidé la fosse, je n'aurais fait qu'aggraver la situation au lieu de l'améliorer. Alors que maintenant, tant que la masse est au repos, la croûte qui la recouvre empêche les odeurs de se former.
Dans ce cas, que faire, maître? À mon sens, entre deux mots, il faut choisir le moindre. Le tout est de savoir à quel point le commandant est sensible aux odeurs. Qu'est-ce que votre fils a écrit à ce sujet? Notre Diula dit seulement qu'il est sensible. Alors pourquoi pensez-vous que l'odeur va le gêner? Parce qu'un de nos locataires s'en est déjà plaint une fois. Et il n'était même pas commandant, simplement contrôleur des wagons au lit. Cher monsieur Toth, je vais vous parler ouvertement. Je n'ai pas l'habitude de rouler mes anciens clients, surtout quand l'enjeu est si important. Le fait est que, pour obtenir une désodorisation totale après la vidange, si toutefois on peut totalement désodoriser ces cabinets, il faudrait 4 ou 5 semaines. Combien de temps vous reste-t-il avant l'arrivée du commandant? Il arrive par le premier train de permissionnaires. Alors ne faisons rien. Merci pour vos aimables explications. Il faut que ça sente le sapin. C'est une question de vie ou de mort. Informons que l'aspirant Djula Toth, poste aux armées 817, est tombé au champ d'honneur. Croix-Rouge hongroise. Commandant. Le commandant parlait d'une voix légèrement voilée, comme si toute la suie et la poussière de sa longue route s'étaient collées sur ses cordes vocales. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Ainsi les hôtes comprirent un aimable compliment de la façon suivante. Je suis curieux de savoir qui a la laine si puante. Vous n'allez pas bien, mon cher Toth? Le pauvre est chagriné parce qu'il a mangé de l'ail au petit déjeuner. Écoutez, vous tous. Durant mes 9 mois de front, mon système nerveux a été mis à rude épreuve. La part du lion étant la tactique insidieuse des partisans. De toute façon, ça ne sert à rien que je vous explique. Mais je vais quand même vous donner un exemple, pour
pour que vous puissiez vous faire une idée de la situation. Un jour, alors que nous saignions le cochon, les partisans nous ont attaqués. Ce que je dis ne vous intéresse pas. Oh, mais si, on n'entend que ça. Le front et encore le front. Mais nous n'avions pas la moindre idée de ce qui s'y passe réellement. Dites-moi, pourquoi a-t-il cette couleur de prune, là? C'est parce qu'ils n'osent pas souffler l'odeur de l'ail. Veuillez respirer immédiatement, que cela ne se reproduise plus. J'exige que vous ne teniez pas compte de mon état nerveux. Je suis un homme discipliné et je sais me dominer. Il déclara que pour rien au monde il ne voulait être un fardeau pour ses hôtes et que s'il sentait que sa présence les gênait, il préférerait repartir. Voyez-vous quelque chose d'inhabituel derrière mon dos? Rien de particulier, mon commandant. Parce que vous regardez toujours là-bas. Je ne regarde que vous, exclusivement, mon commandant. Écoutez-vous tous. C'est déjà assez ennuyeux d'avoir une partie du monde derrière le dos. Alors pourquoi aggraver le problème en regardant toujours dans cette direction? Fais un peu attention, tu regardes, mon Laios bien-aimé. Parce que je regarde moi. Regardez où bon vous semble. Je n'ai ni exigence, ni souhait particulier. Tout ce que désirait Marushka, c'était que son cher invité se sentît le mieux possible, puisqu'un seul souvenir pénible ou vexant pourrait coûter la vie à son fils quelques semaines plus tard. J'ai une idée. Si tu baisses un peu ton casque sur les yeux, on ne verra plus où tu regardes. Et puis quoi encore? Pense-y quand même, mon Laios bien-aimé. Selon le règlement des sapeurs-pompiers municipaux de Hongrie du Nord, l'axe vertical du corps du pompier doit faire un angle de 90 degrés avec l'axe horizontal du casque. Mais Laios céda au regard suppliant de Marushka, dont les yeux semblaient être ceux de son fils chéri. Bon, voilà. Qu'est-ce que vous voulez encore? Rien. Tu es un homme formidable, mon Laios bien-aimé. On peut rêver une meilleure solution. Cher Marushka, si une vieille femme déguisée en pope essaie d'échanger une plaque de miel contre du sel, faites-la fusiller, s'il vous plaît. Tout ira bien, monsieur le commandant. Tout ira bien. Pauvre chéri, qu'est-ce qu'il a dû endurer? Je voudrais bien savoir pourquoi ils m'en veulent. Tu vois le diable partout, mon Laios bien-aimé. Je n'ose plus regarder nulle part, ça ne fait que l'énerver. Mais il va t'aimer. Laisse-le dormir tout son sou, qu'il récupère un peu. Tout le monde t'aime, voyons. Il est vrai que Laios Tod jouissait de la considération générale à Matrasentana. La simple apparition de ce pompier né suffisait à prévenir l'incendie. Chaque jour, il faisait le tour du village, échangeait quelques mots avec les passants, et dès qu'un mégot fumait quelque part, 2 ou 3 personnes se jetaient à qui l'écraserait le premier. Pas un seul incendie n'avait éclaté durant ses 14 années de service. Le prestige est comme un cachet. Il n'a rien à voir avec le document sur lequel il est apposé, mais il le rend crédible. Pour faire du saucisson de porc, est-ce qu'il faut hacher la viande? Oui. Oui? J'ai rêvé que les partisans m'avaient fait prisonnier. Je sentais qu'ils me hachaient
et je sentais que je craquais sous leurs dents. Oh mon Dieu! Et ils vous ont aussi flambé? C'était le pire. À part ça, j'ai assez bien dormi. Quelle fut la joie des tautes quand on leur invitait admira le mont Babogne, couvert de forêts, et la vallée de Bath à la poche, si joliment située. Il remarqua tout, il se félicita de la propreté de la maison, du jardin bien entretenu et du parfum de sapin qui remplissait les pièces. Chers amis, je suis très content d'avoir accepté votre invitation. Après 9 mois passés au front dans une puanteur, pour ainsi dire constante, j'ai l'impression de renaître. À la santé de Diola! Nous aussi. Nous sommes très heureux que vous ayez bien voulu accepter notre invitation. Et pourtant, nous ne savions pas que notre fils avait un si bon commandant. Ne vous faites pas de soucis pour lui. Je vous promets qu'avant la saison froide, je le ferai muter dans mon poste de commandement bien chauffé. Il sera à l'abri du froid et en plus, nul danger ne menacera sa vie. Tu le vois, mon Laïoche bien-aimé, avec un peu de bonne volonté, on fait des miracles. Ils connurent quelques instants de bonheur. Au-dessus de leur tête s'étendait la nuit d'août saupoudrée d'étoiles, et le mont Babogne exhalait sur eux sa fraîcheur vespérale comme un poumon vert géant. Ils étaient contents d'avoir le commandant auprès d'eux. Il avait pris 2 fois du poulet farci, apprécié la bonne odeur du sapin. Diola, pourvu que tu en tires profit. Pourvu qu'il fasse assez chaud au poste de commandement. Pourvu que les partisans ne s'aventurent pas jusque-là. Diola. Pourvu qu'il ne t'arrive rien de mal. Diola. Pourvu que tu ne meurs pas de froid. Ma mère, ma bonne, ma pauvre mère, pourquoi m'as-tu abandonné? Que se passe-t-il? Il y a des blessés! Ce n'est rien. J'ai cru entendre un gémissement! C'était moi. J'ai l'habitude de m'étirer ainsi et de geindre en même temps, mais ça veut juste dire que je me sens bien. Vous me voyez ravi. Alors, quoi de neuf? Rien de particulier, mon commandant. Vous vous sentez toujours aussi bien? Je
Je n'ai pas à me plaindre. Et pourquoi vous sentiez-vous si bien? Comment, pourquoi? Pour rien. Il s'est passé quelque chose. Non, rien. Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous faites ici? Je prends l'air. Et rien d'autre? Non, pas vraiment. Vous n'avez pas envie de faire une partie d'échecs? Je regrette, mon commandant, je ne sais pas jouer. Alors une bataille. Je ne joue pas aux cartes. Eh bien, jouons au domino. Le fait est que je ne sais jouer à aucun jeu de société. Plus aucun bruit ne venait de la chambre. Pas le moindre bruissement, ce qui eut sur les tautes un effet déprimant. Ils ne faisaient pas un geste, comme ensorcelés par le silence, et ils évitaient de se regarder dans les yeux. Chère Taute, j'espère que je ne vous gêne pas. Pas le moins du monde. Alors parlons ouvertement. Il ne vous manque rien? Seulement mon fume-cigarette en merisier, mais je vais m'en tailler un autre. Ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. J'avais à l'idée les fâcheuses conséquences du manque d'activité. Je vois que vous ne comprenez pas. Écoutez, vous tous. Dans une pièce obscure, le moindre petit bruit prend l'ampleur d'un vacarme. Or, l'oisiveté agit sur l'organisme comme l'obscurité sur l'ouïe. Elle amplifie les bruits intérieurs, provoque des éblouissements dans le champ de vision, cause des martèlements dans le cerveau. Quand mes soldats n'ont rien à faire, je leur fais toujours couper et recoudre leurs boutons de pantalon. Ça les calme merveilleusement. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Si vos boutons sont tombés, je me ferai une joie de les recoudre, monsieur le commandant. Vous interprétez mes paroles toutes travers. Dites-moi si vous avez au moins un bon écheveau de ficelle à la maison. Ça doit se trouver. Pourquoi en avez-vous besoin, monsieur? Parce que je veux le démêler. Je ne peux pas vivre sans rien faire comme vous. Alors pourquoi ne disiez-vous rien? Parce que le soir, comme ça, quand il n'y a rien de mieux à faire, je fais des boîtes. Des boîtes? Mais c'est justement intéressant. Et de quelle boîte s'agit-il? À cause de la guerre, la fabrique de bandages Sanitas, située à Eger, avait décuplé sa production, mais comme elle ne possédait qu'une seule machine à fabriquer des boîtes, il n'y avait rien pour emballer les masses de gaz, de bandes, de boîtes. De cette façon, quantité de petites gens avaient trouvé un travail à domicile facile.
peut dire qu'il sait se servir de ses 10 doigts. Et vous, mon cher Toast, vous ne vous joignez pas à nous? Ah non, ce n'est pas pour moi. Et pourquoi pas? Je n'ai aucune habileté manuelle. Je n'en ai pas beaucoup non plus. Mais je me débrouille quand même. Vous vous débrouillez très bien, mon commandant. J'exige que vous répétiez ce que vous avez dit. Je dis que vous vous débrouillez très bien, mon commandant. Vous entendez ça? De quel droit me dites-vous poil aux dents? Je suis commandant. Et sachez qu'au front, une telle insulte mérite le peloton d'exécution! Ah, ne dites pas cela! Jamais un aussi vilain mot ne sortirait de sa bouche! Ce ne peut être qu'un malentendu. Mon mari n'a jamais offensé personne. N'est-ce pas, mon Laïoche bien-aimé? Jamais. Il m'est arrivé une fois de confondre l'épouse du docteur Cipriani avec un épouvantail, de lui tourner impoliment le dos. Mais c'était vraiment par erreur. Quant à vous, mon commandant, même par erreur, je ne pourrais pas vous offenser. Il est possible que j'ai mal compris, mais je ne souhaite pas que cela se reproduise. Oublions tout ça, cher Toad, et remettons-nous aux boîtes. Chaque minute compte. La paix était revenue. Durant de longues heures, personne ne parla, et l'on n'entendit que le joyeux cliquetis du massicot. N'avez-vous pas sommeil? Ah, je n'ai pas la moindre intention de me coucher. Dans les clairières de Babogne, les feux des résignés luisaient faiblement. Les taupes ne le voyaient pas. Les taupes ne voyaient plus rien. Ils pliaient des boîtes. Pas sommeil! Si mon commandant désire se reposer, nous sommes disposés à cesser de travailler. Pensez-vous, je dors très mal. L'air vif de la montagne a fait dormir même ceux de nos locataires qui souffraient d'insomnie. Ah, ça n'a aucun effet sur moi. Je ferai volontiers des boîtes jusqu'au matin. Ça tombe bien,
Je commence à prendre le coup de main. Il avait déjà bâillé dans sa vie sans que cela eût des conséquences particulières. Mais là, il sursauta en entendant le silence étrange qui suivit son bâillement. Toth se retrouva dans une sorte de bulle froide. Tous le regardaient. Lui aussi aurait aimé se regarder, mais c'était impossible. Que se passe-t-il? J'ai bâillé. C'est ma faute. Je croyais que ce petit travail vous plaisait aussi. Mais je n'ai pas sommeil. Alors pourquoi avez-vous bâillé? Quand je bâille, ça ne veut pas dire que j'ai sommeil. Vous vous sentez peut-être bien en ce moment. Vous avez peut-être bâillé parce que vous vous sentez bien. Mais parfaitement. Il est comme ça. Dites-moi, franchement, ce que vous avez envie de faire. Des boîtes. Des boîtes. Alors, si vous y tenez tellement, nous pouvons continuer. Il se fait tard. Vous ne voulez toujours pas vous coucher? Pas moi, en tout cas. Le jour se lève. Bon, allons nous coucher. Nous avons agréablement passé le temps. Nous sommes très heureux que vous ayez passé un bon moment, monsieur le commandant. J'espère que nous poursuivrons demain. Ah, absolument. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Réveille-toi, mon Laios. Réveille-toi, Laios. Ça va mal finir, Marichka, ça va mal finir. Pas question de perdre espoir. Lentement mais sûrement, le commandant recouvrera la santé. Bon, d'accord. Mais ça doit faire des bois toutes les nuits. On ne peut pas vivre sans dormir, Marichka. Toth aurait volontiers dormi toute la journée. Sauf que la vie ne s'arrête pas, même à cause d'un commandant. Comme tous les jours, il devait rédiger son rapport, apporter de l'eau du puits artésien, faire le tour de son secteur, couper du bois chez le curé, chôler le cours de tennis du professeur Cipriani, et ainsi de suite. Marichka avait, en plus des obligations liées à leurs précieux invités, une petite lessive à faire chez le révérend Père Tomagny, un plancher à cirer chez le révérend Père Tomagny, pour ne citer que
les plus importantes des tâches quotidiennes. De surcroît, depuis l'arrivée du commandant Varro, l'emploi du temps des tautes était chamboulé, comme leur invité se réveillait après-midi. Ils prenaient leur petit déjeuner à l'heure du déjeuner. Ils y appelaient déjeuner leur ancien dîner. Quant au dîner, ils ne le nommaient pas, parce qu'à cette heure-là, ils dormaient du sommeil du juste. Que se passe-t-il? Il y a un papillon. Quel papillon? Il a 2 points jaunes et 3 rouges. Voilà à quoi vous passez le temps, mon cher Tote. J'ai seulement jeté un coup d'œil par là-bas. J'ai seulement jeté un coup d'œil. En même temps, vous avez pensé que vous aimeriez bien l'attraper et l'écraser. Qu'est-ce qui vous fait dire ça, mon commandant? Vous l'avez pensé, oui ou non? Cette idée venait justement de me traverser l'esprit. J'en étais sûr. Écoutez, vous tous. Je vous suis très reconnaissant pour votre hospitalité. Mais ça ne peut plus durer ainsi. Si vous pensez tout le temps à autre chose, alors ce que nous faisons est un gâchis inutile. Puis ce fut le silence. Tote savait déjà qu'il avait fait une gaffe, mais il ne savait pas comment réparer sa faute. Vous avez raison, mon commandant. Mais je crois qu'on ne peut pas s'empêcher de penser à quelque chose. Mais comment qu'on peut? Le chien est un animal à 4 pattes, mais il ne veut pas pour autant partir dans 4 directions. Est-ce que vous avez déjà vu un chien courir dans 4 directions à la fois? Après un court instant de réflexion, Tote admit qu'il n'avait jamais vu cela. Déjà que mon frère et sa femme m'en veulent parce que je ne passe pas ma permission chez eux, alors si vous voulez que je reste ici, faites en sorte que cet incident ne se reproduise plus. Nous avons visiblement un peu de mal à nous entendre. Connaissez-vous l'hymne national, mon cher Tote? Tote dit qu'il connaissait l'hymne national. Pourriez-vous me dire le premier vers? Dieu bénisse le peuple hongrois. Bien. Vous avez pensé à quelque chose? Tote répondit qu'il n'avait pensé à rien. Voilà à quoi je voulais en arriver. J'espère que c'est clair à présent. Tote déclara que bien des choses étaient plus claires, mais que quelques détails restaient obscurs. Alors éclairons votre lanterne. Il cita comme exemple le bataillon. Il savait par expérience qu'à l'armée, une inactivité passagère est plus dangereuse que l'oisiveté totale. Celui qui ne fait strictement rien sait au moins organiser ses pensées, tandis que celui qui fait quelque chose par-ci, par-là, finit par devenir le jouet de ses pensées durant les pauses. Voilà ce qui était arrivé à Tote avec le papillon tacheté. Vous me suivez jusque-là? Dans ce cas, je simplifie la question. Vous, mon cher Tote, vous pouvez tranquillement ne pas tenir compte de ces raisonnements abstraits. Tout ce que vous avez à faire, c'est éliminer tous les temps morts pendant que vous faites les boîtes. Je crois que cela ne vous posera pas trop de difficultés. Peut-être avez-vous déjà une proposition, mon cher Tote. À mon avis, le massicot est trop petit et monsieur le commandant n'arrive pas à suivre le rythme. Bravo! Le reste est un jeu d'enfant, cher Tote. Hélas, je n'ai rien trouvé, mon commandant. Ce n'est pas grave. Ça viendra. Tout arrive à qui sait attendre. En principe, une horloge indique toujours l'heure exacte. Prenons une montre de Gouchet assez grande. Que se passe-t-il si nous la comprimons de moitié? Non seulement elle indiquera la moitié du temps réel, mais en plus,
La montre sera plus petite de moitié. Il en va de même pour le cerveau humain. Les influences violentes en modifient les principales fonctions. Et peut-on nommer violente influence extérieure les 2 semaines de séjour du commandant Varro? Dans le cas de Todt, c'est justifié. À présent qu'il ne fallait même plus créer quelque chose à partir de rien, mais simplement faire un grand à partir d'un petit. Son cerveau dut fournir un effort immense pour faire une trouvaille qui était à la portée d'un petit enfant. Si la peur a un effet inhibiteur sur les neurones, alors cela s'est très clairement vérifié dans le cas de Todt. Mon commandant, je crois que j'entrevois quelque chose. Toutes mes félicitations. Et de quoi s'agit-il? Hélas, ce n'est pas ce que j'attendais qui m'est venu à l'esprit, mais tout autre chose. Là, je crois que ça commence à se dessiner. Je le savais! Je le savais! C'était la première fois que le commandant lui donnait une tape sur l'épaule. Todt était confus. Ce qu'il voulait dire lui était sorti de la tête. À 4h10, il n'y avait encore rien. À 4h20, il n'y avait toujours rien. À 4h30, cependant, il annonça que quelque chose commençait à remuer dans sa tête. À 5h05! Mon commandant, je viens d'avoir une idée audacieuse. Si l'ancien massicot est trop petit, il n'y a qu'à en fabriquer un plus grand. Le commandant Varro exprima son admiration en termes élogieux. Il demanda si cette solution prometteuse était réalisable. Aisément. Mais pourrait-on glisser plus de cartons dans la nouvelle machine? Beaucoup plus. 3, 4, voire 5. Alors au travail! Une minute passée sans massicoter est une minute perdue. Je ne sais comment vous exprimer ma gratitude, mon cher Todt. Tout ce que je peux vous dire, c'est que jusqu'à présent, je partageais ma chambre avec le lieutenant Elbrat. Mais dès que je retournerai au front, votre fils prendra sa place. Ce qui est avantageux pour lui, parce que le bâtiment scolaire où je suis logé est protégé par une double garde. Ne me remerciez pas. Ah, c'est perdu de temps. Parlotte. Dis donc, et puis mettons-nous au travail. Ils se mirent à table. Pour Marichka, ce fut le plus beau dîner de sa vie, non seulement parce qu'elle savait son fils enfin en sécurité, mais aussi parce que le commandant donnait des signes de plus en plus évidents de sympathie pour Todt. Il exigea même qu'il reçût tout le foie de poulet. Alors mon petit Todt, ça vous dit une petite bière? Ils s'installèrent à la terrasse du café Klein. Le commandant avoua sincèrement qu'il passait chez les Todt les plus beaux jours de sa vie. Todt lui en était très reconnaissant. Il expliqua qu'il le devait en grande partie à la fabrication des boîtes. Todt acquiesça avec compréhension. Cette occupation avait quelque chose qui élevait l'âme. Elle était plus distrayante que les cartes, plus intéressante que les échecs. Todt approuva. Ce qui serait bien, dit l'invité rêveur, c'est si beaucoup plus de gens s'occupaient de faire des boîtes. Un jour peut-être viendrait le temps où l'humanité entière se laisserait convaincre. Chaque nation
pourrait faire des boîtes de formes et de couleurs différentes. Et alors, l'humanité entière bénirait leur nom. Oh mon Dieu! Marichka ne savait pas comment finirait cette escapade. Elle était restée là, à attendre, à scruter la rue. À présent, elle n'en croyait plus ses yeux. Elle ne voyait plus venir son mari et le commandant, mais Dziula, svelte, beau, en uniforme, la poitrine couverte de décorations, sain et sauf, souriant. Il lui faisait signe avec un grand bâton de salami. Oh Dieu là! À leur retour, le commandant Varro prit une bande d'ombre pour une tranchée. Je vous en prie, Après vous! pour rien au monde, allons, pas de chichi. Il fallait agir, Tôte avait deux possibilités. Ne pas sauter, mais de cette façon, il donnerait l'impression de prendre le commandant pour un idiot! Sauter, mais alors il donnerait l'impression de continuer de prendre pour une tranchée, ce qui en réalité n'était qu'une ombre. Entre les deux, il choisit le moindre mal. C'était le tour du commandant. Lui aussi avait deux possibilités. Ne pas sauter. De cette manière, il admettrait qu'un pompier municipal inculte l'avait fait tourner en bourrique. Sauter, et alors il nommerait trancher le souvenir d'une ombre. Mais il n'allait pas porter une seconde atteinte à son autorité déjà entamée. Lui aussi choisit le moindre mal. On peut imaginer une suite favorable, un rapprochement des deux amis d'avoir pu enfin bondir tous leurs sous. On peut aussi imaginer une suite défavorable. Quoi? Vous marmonnez dans votre bar, je ne comprends pas un mot de ce que vous dites. Je ne comprends toujours rien. Vous voulez plaisanter ou quoi? Voulez-vous vous reposer? Quelle heure est-il? 1h moins le quart. Vous marmonnez de nouveau, je ne comprends pas un traître mot. 1h moins le quart. Le commandant pâlit. Ses yeux devinrent petits comme des têtes d'épingle. Il avait compris les paroles de Tôte de la façon suivante. Salez les doubles lobes des oreilles de votre grand-mère. Non mais dites donc! Sachez que ma grand-mère était une sculteti, 5e enfant d'un fourreur de campagne, certes, mais le directeur de l'école de Borchou-Divanka a été très honoré de pouvoir s'incliner jusqu'à terre devant elle et de lui faire un baisement pour son 50e anniversaire. Où est ma chambre? Qu'est-ce que tu as encore fait, mon Laïoche bien-aimé? Qu'est-ce que tu vas me regarder comme ça? Oh, Laïoche! Mon Laïoche bien-aimé! Assez de lamentation, j'ai dit 1h moins le quart. Tu as avalé ta langue? Pourquoi est-ce que tu hoches la tête? Je te demande seulement d'être un peu plus prudent. Ce n'est pas bien de lancer des paroles en l'air. Ce n'était pas des paroles en l'air, c'était l'heure exacte! Marichka ne se rappelait pas le mot oreille, mais elle ne pouvait pas jurer qu'il n'avait pas été prononcé. Tôte affirmait que tout cela n'était que pure invention. De quelle oreille aurait-il pu parler alors qu'on lui demandait l'heure exacte? Marichka réfléchissait. À son tour, Tôte n'était plus très sûr de lui. Le mot oreille pouvait éventuellement lui avoir échappé. Mais il n'avait aucune raison de mentionner la grand-mère du commandant! Marichka considéra qu'il était de son devoir de rappeler à son mari les événements qui avaient poussé la direction des chemins de fer à le mettre à la retraite. En entendant le mot retraite, Tôte devint rouge comme une tomate.
Et Marichka raconta que lorsque le roi d'Italie Victor Emmanuel était venu à l'invitation du régent de Hongrie faire une partie de chasse, tout le personnel de la gare de Fessopich-Koltz se tenait au garde à vous. Et juste au moment où le train exceptionnel traversait la gare à toute vapeur, l'un des chefs de manœuvre avait soudain tourné le dos au train, baissé son pantalon et montré son derrière aux excellences. Voilà ce qui s'est passé. Il n'y a pas un seul mot de vrai dans ce que tu dis. Oh! Je vous en prie. Nous sommes tous des êtres humains. N'est-ce pas, mon cher Toth? Le travail procure toujours du réconfort, même s'il est fatigant. En outre, le commandant n'était pas fâché. Au contraire, il appréciait l'air frais, la brise nocturne. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? J'ai une corne sur le front ou quoi? Tu as baillé? Mais jamais de la vie! Laios, s'il te plaît! Je vous prie de bien vouloir cesser cette joute oratoire stérile. En fait, peu importe si nous avons bien vu ou si Monsieur Toth a mauvaise mémoire. S'il lui semble ne pas avoir baillé, eh bien cela signifie qu'il ne voulait pas bailler. Lui seul peut élucider cette question. Pensez-y, cher Toth. Je n'avais pas la moindre intention de bailler. Vous m'envoyez ravi. Par conséquent, maintenant non plus, vous n'avez pas envie de bailler. Non plus. Plus tard, Plus tard non plus. vous n'allez pas le regretter. Jamais. Puisqu'il en est ainsi, êtes-vous prêt à prendre de menues précautions en vue de prévenir tout bâillement ultérieur? Avec plaisir. C'est parfait. N'auriez-vous pas par hasard à la maison un noyau de fruits? Ce n'est rien, je trouverai bien quelque chose. Diable, j'ai failli oublier le cuit-cuit. Tenez, cher monsieur Toth. Ça alors? Je n'y aurais jamais pensé. Pourquoi faire? Comment ça? Pourquoi faire? Prends-le dans la bouche et c'est tout. Fais seulement attention de ne pas l'avaler. Ah, vous n'avez rien à craindre. Au début, ça vous fera peut-être une drôle d'impression, mais on s'habitue à une lampe de poche aussi bien qu'un dentier. Toi aussi, Marichka, tu dis que je dois mettre cette chose-là dans la bouche? Et où donc, mon Laios bien-aimé? Ah. J'espère seulement que ça n'a pas mauvais goût. Ne perdons pas de temps. Je crois que le travail ira beaucoup mieux maintenant. Beaucoup de gens méconnaissent les curés de campagne. On les accuse d'accomplir machinalement leur sacerdoce, de répéter d'anciennes homélies, de ne vivre que pour se remplir la panse, d'être oisifs. Personne ne dit qu'ils sont souvent confrontés à des problèmes spirituels si complexes qu'ils mettraient à rude épreuve les capacités d'un pontife. Mon père, je n'ai d'autre désir que de disparaître sous quelque chose. Sous quoi? Cela m'est égal. Et pourquoi? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'obéissant à une voix intérieure, je suis parti de chez moi. J'ai commis cet acte en pleine possession de mes moyens. J'ai sommeil, certes, mais je suis parfaitement responsable. Où que je me trouve, je regarde toujours s'il n'y a pas une bonne cachette.
Et là aussi, au moment où je vous parle, je résiste à peine à la tentation de me cacher sous votre soutane. Si cela peut te soulager, mon fils, je veux bien. Oh, merci, mon révérend père, je ne veux pas céder à la tentation, parce que je crains de tomber en son pouvoir. Que ne ferait-on pas pour son prochain, mon fils? Nous sommes en pleine guerre, et nous avons tous peur. Pourtant, les batailles se déroulent au loin. Les journaux rapportent jour après jour les victoires de nos troupes. Et pourtant, nous craignons quelque chose. Mais quoi? Je l'ignore. Si je le savais, je n'aurais peut-être plus peur. Réfléchis toi aussi, mon fils. Peut-être pourras-tu me dire ce qui te tourmente. Et alors, peut-être, ne voudras-tu plus te cacher nulle part. Mais 3 choses me tourmentent. N'en t'es aucune des 3. Ce qui me tourmente le plus est que je suis obligé de porter mon casque rabattu sur le front parce que notre cher invité le souhaite. Quelle est la seconde? La seconde est qu'en allant me promener avec le commandant Varro, j'ai dû sauter par-dessus l'ombre d'un transformateur. Est-ce si terrible? Et la troisième? Je suis obligé de mettre une lampe de poche dans la bouche pour ne pas bâiller en faisant des boîtes. Quel culot, mon fils! Nous sommes en pleine guerre! Certains craignent pour leur vie ou pleurent leur mort. Et toi, tu viens avec tes bagatelles au lieu de remercier le Seigneur d'avoir amené chez toi le commandant de ton fils. Je regrette d'avoir perdu mon temps et ma salive avec toi. Marichka! Marichka! Ne fais pas cette tête désespérée. Il y a là ton pleurnichard de mari qui t'attend. Ramène-le à la maison. Mais qu'est-ce que je vais faire de lui à présent? J'ai un invité, moi. Je ne peux pas passer ma journée à surveiller mon mari. Il est très difficile de te donner un conseil, Marichka, parce que nous devons aussi prendre en considération sa sensibilité. Mais c'est tout le problème. Il refuse même de mettre une lampe de poche dans la bouche. Ne serait-il pas plus simple de l'attacher à sa chaise? Tu serais sûr qu'il ne s'échappera pas. L'inconvénient, c'est qu'il s'endort quand il reste assis au même endroit trop longtemps, le pauvre. Alors attachez-lui une clochette au cou. J'ai en réserve une clochette d'enfant de cœur. Oh, il serait comme un agneau. Mais je crains que le bruit de la clochette énerve monsieur le commandant. Ah, alors toi, dis-moi ce que je dois faire, je ne sais plus que dire. Oh, faites-lui entendre raison. Il vous a toujours écouté, mon révérend. Le père Tomayi lui rappela les devoirs d'un père envers son fils, surtout s'il est question d'un fils comme Djula. Cela fit son effet. Tôte prit la ferme résolution que, jusqu'à la fin du séjour du commandant, il s'efforcerait de combattre ses mauvais penchants, ne s'enfuirait plus et ne se cacherait plus. Toutefois, il s'enferma dans les cabinets jusqu'au soir. Mon cher fils bien-aimé, j'espère que tu vas bien. Lorsque le révérend père Tomayi prie pour ceux qui sont partis à la guerre, il te nomme toujours en premier. Ici, tout va bien, mais tu nous manques beaucoup. Sache aussi que monsieur le commandant se sent merveilleusement bien, alors ne te fais pas de soucis. Au début, il était épuisé et énervé, mais 10 jours de repos à l'air pur de nos montagnes ont déjà fait leur effet. Les premiers jours, il faisait d'horribles cauchemars, mais maintenant, il ne fait plus que des rêves rigolos, comme par exemple qu'il est une boîte de poêle à gratter, ou qu'un petit chien le prend dans sa bouche et le balance. Mais qu'est-ce que c'est comparé aux rêves qu'il faisait au début, où il se faisait hacher menu et manger? Ton père aussi va bien. Il est seulement un peu distrait et s'oublie sous le lit des gens. Mais monsieur le curé lui a parlé. Depuis, il est de bien meilleure humeur. Quoique, il lui arrive de se retirer de temps en temps. J'ai encore une autre bonne nouvelle pour toi. Monsieur le commandant a promis que quand viendront les grands froids, non seulement il te prendra avec lui au quartier général, mais en plus, tu dormiras avec lui à la place de son compagnon de chambre. Fasse Dieu qu'il en soit ainsi. Surveille ton estomac, hein? Ne mange pas du gras refroidi. Je t'embrasse,
veux-tu rester ici, mon Layoche bien-aimé? Qu'est-ce qu'il y a? Le commandant repart? Quelle idée! Monsieur le commandant ne partira que dans 4 jours. Dans ce cas, je reste encore un peu. Les abeilles bourdonnaient, les mauves embaumaient. Layoche! Mon Layoche! Qui est-ce qui s'est enfermé au chien? Le neurologue de renommée européenne aimait beaucoup les contes. Seule Marichka avait le droit de laver ses chemises. Il le faisait porter à toutes ses nouveaux chapeaux et chaussures pendant 1 semaine ou 2 pour les rendre plus saillants. C'est moi, mon cher Toad, j'aimerais vous parler. On ne peut que vous féliciter sur l'état de votre organisme. Mais quand même, dites-moi ce qui ne va pas, mon cher Toad. Tout va bien, monsieur le professeur. Simplement, je ne comprends pas ce qu'on veut encore de moi alors que j'ai fait tout mon possible. J'admets que la vie de Julna est en jeu. C'est pourquoi je ne recrache pas la lampe de poche du commandant quand on me la met dans la bouche. Que peut-on attendre de plus d'un père? Et est-ce si mal si j'aime bien rester au cabinet? Intéressant. La lampe de poche que vous prenez dans la bouche vous donne la diarrhée? Ma digestion est tout à fait normale, monsieur le professeur. Je reste au cabinet simplement parce que j'y suis bien. Personne ne me dérange. Les insectes bourdonnent et quand je mets le loquet, je me sens comme dans les bras de ma mère. Oh! Alors pourquoi est-ce qu'il tambourine à la porte? C'est mal, c'est un péché. Ou une espèce de maladie. Une maladie? Allons, c'est un symptôme, mon cher Toad. Il y a longtemps que vous aimez vous enfermer dans les cabinets. Non! Mais à bien y réfléchir, j'ai commencé à apprécier le lieu en question au moment où le commandant est arrivé. Je savais! À votre avis, mon cher Toad, combien mesurez-vous? Je suis plus grand que la moyenne. Et votre invité est plus petit que vous. C'est tout juste s'il m'arrive à l'épaule. Voilà le problème, cher ami. Vous êtes tous les deux malades de cette différence. Je sais à quel point vous aimez votre fils. Mais vous ne voulez tout de même pas qu'un commandant soit obligé de lever les yeux vers son hôte à longueur de journée. Vous non plus, vous ne le supporteriez pas longtemps. Avouez-le! C'est vrai! Mais je ne peux rien changer à ma taille. Je renoncerai avec plaisir même à respirer. Moi, je serais quand même plus grand que monsieur le commandant. Vous seriez tout de suite moins grand que lui si vous fléchissiez les genoux. Si je fléchisserais les genoux. Ce sera pour vous un jeu d'enfant. À titre provisoire ou définitif? Il n'est pas bon pour le corps de modifier sans cesse sa posture. Je vous conseille de plier les genoux, même en dormant. Ainsi, cette position deviendra, pour ainsi dire, votre seconde nature. Je ne le supporterai pas. N'écoutez pas votre vanité, songez plutôt à votre fils. Qu'est-ce qui vaut mieux? Fléchir les genoux ou vous attirer la colère de l'officier de Djoula, hein? Ça suffit? Ça suffit. Le plus petit commandant du monde ne pourrait pas rêver mieux. Parce que s'il le faut, je peux plus. Ce n'est pas la peine. Voyons plutôt si vous pouvez marcher. Allez. Pouvez-vous courir? Allez.
vous asseoir? Oui. Vous levez. Allez. Ah, vous pouvez rentrer chez vous. Vous verrez comment vous serez accueillis. Je ne vais pas rentrer dans la rue comme ça, les gens vont me montrer du doigt. Oh, ne soyez pas si prétentieux. Vous croyez que vous êtes le seul? Détrompez-vous, mon cher Toth. De nos jours, tout le monde doit faire des sacrifices. Allez. Chaque époque a sa maladie. Dernièrement, ignorer les proportions de son propre corps était un phénomène général. La majorité des gens voulaient avoir une tête de moins, mais on trouvait aussi des petits bonhommes qui se prenaient pour des géants. Personne ne remarqua à aucun moment qu'il avait les genoux fléchis. L'invité inonda presque Toth de marques de gentillesse et d'amitié. Lui, en revanche, avait le visage sombre. Je compte jusqu'à 3. Si tu ne sors pas... Et moi qui croyais que le cher monsieur Toth avait la colique. Ainsi donc il reste à cet endroit par pur plaisir. Ne pensez pas, mon cher Toth, que je veuille vous chasser de là. Je suis simplement venu vous rendre visite. Si mon humble siège vous agrée, daignez prendre place. Durant les premières minutes, Toth se sentit quelque peu gêné, ce qui était naturel, vu qu'il n'avait jamais été enfermé dans un espace si réduit avec une personnalité de si haut rang. Il s'excusa de ce que l'endroit était rudimentaire, mais on ne trouvait guère mieux à la campagne. Nous n'avons peut-être pas beaucoup à offrir à nos invités, mais nous faisons de notre mieux. À votre place, je ne sortirai même pas d'ici. C'est ce que je fais. Sauf quand il le faut. Vous êtes un homme intelligent. Entendez-vous le bruissement des feuilles? Oui. Et qu'est-ce que c'est que ce bourdonnement? Un insecte. Quel est son nom? Mouche verte. C'est joli. Ils écoutèrent pendant un moment le bourdonnement de la mouche verte et le bruissement des feuilles. Mais l'expérience nous apprend que même les plus beaux instants ont une fin. Hélas, je dois m'en aller. Passez une bonne journée, mon cher Toth. J'ai été très honoré de votre visite, mon commandant.
Au début, nous avons eu quelques divergences d'opinion. Mais heureusement, nous avons pu nous mettre d'accord. Dieu merci. N'hésitez pas à revenir me voir. Dès que je pourrai. J'espère que vous serez des nôtres pour les boîtes. Naturellement. Amusez-vous bien. Quant à moi, je vous quitte avec l'agréable impression qu'en ces temps difficiles où personne ne trouve sa place, vous au moins vous êtes là où vous devez être. Moszko! Hein? Croyez-moi, cher Toad, je n'ai pas la moindre envie de partir. Nous aussi, nous avons de la peine de vous voir partir, monsieur le commandant. Quant à vous, je suis très content de vous, mon cher Toad. Seulement faites attention à ne pas sombrer à nouveau dans vos anciennes erreurs. Dieu vous garde. Je me sens comme si une nouvelle vie avait commencé pour moi. Mais je ne sais pas faire de longs discours. Je vous exprimerai ma gratitude plutôt par des actes. Encore une fois, merci pour votre accueil chaleureux. Nous sommes heureux que vous ayez passé un bon séjour, monsieur le commandant. Bonne chance, mes chers hôtes. J'espère que je ne vous ai pas trop dérangé. Ah mais non! Pensez-vous? Dorénavant, nous prendrons le petit déjeuner le matin, le dîner le soir. Et la nuit, nous allons dormir. Compris? Tout sera comme tu voudras. Mon Laios bien-aimé. Inventaire dressé à l'hôpital de campagne de Gomel par le lieutenant Karoli Kinch, en présence de 2 témoins, les adjudants Koroda et Boglar, des effets appartenant à l'aspirant Djula Toth. Caleçon de rayon, mouchoir à carreaux, porte-monnaie en cuir, argent, un crayon à encre, une photographie, un homme et une femme. « 20 cigarettes Onved.
vois, mes chers Tautes, que vous n'en croyez pas vos yeux. C'est pourtant vrai. Taute entendit un bruit bizarre, une espèce de clapotis. Ce n'était pas un son humain. C'était comme lorsque la dernière bulle sort de quelqu'un qui se noie dans un puits. Il était incapable de parler. À Éguerre, j'ai voulu faire tamponner ma lettre de permission. Mais au bureau militaire, j'ai appris une bonne nouvelle. À savoir que les partisans ont fait sauter un pont. Si bien que les trains de permissionnaires ne circuleront pas pendant 3 jours. De toute manière, c'était si difficile de se quitter. J'ai pensé passer ces 3 jours avec vous. J'espère que je ne vais pas vous déranger. Si vous n'avez rien contre, nous pourrions faire quelques boîtes. Restes-tu là? Allons nous coucher? Tu l'as coupé en 3? Mon Laios bien-aimé? En 3, non. Je l'ai coupé en 4 parts égales. Je n'ai peut-être pas bien fait. Si, tu as bien fait, mon Laios. Tu sais toujours ce qu'il faut faire. Ils étaient tellement fatigués qu'ils finirent par sombrer dans le sommeil. Un cauchemar, peut-être. Avant, il n'en faisait jamais.